Bonjour Kémy Séba. Bonjour. Bien, aux dernières nouvelles, on t'a retiré ta nationalité française. Les autorités nigériennes par la suite t'ont octroyé un passeport diplomatique. Dans ce cadre-là, tu es venu faire une petite tournée ici en Europe, que ce soit en Espagne, en Belgique et en France. Et tu as été arrêté le 14 octobre en France par les autorités françaises. Est-ce que tu peux me raconter ces moments-là? Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que c'était une tournée globale, internationale, d'accord, qui nous a amenés dans différents endroits en Afrique de l'Ouest, qui ensuite m'ont amené côté de la Turquie. On a rencontré des autorités et on a accordé des entretiens auprès des médias d'État turcs. Et ensuite, après cela, on est parti en Espagne, où on a été reçu par des membres de la mouvance de Podemos, et on a accordé des interviews aux médias de cette même mouvance. Et après cela, on est parti en Belgique rencontrer des membres aussi de la société civile africaine diasporique. Et entre-temps, avant de repartir en Espagne où j'avais d'autres rencontres, il était important que je rende visite à un membre de ma famille qui est très malade, qui a besoin de moi et qui nécessitait donc ma présence. Je sais qu'en Occident, le rapport des aînés aux cadets, c'est pas un rapport qui est sacré. On a tendance à mettre les aînés, les parents, dès qu'ils sont un petit peu malades, qui sont dans de grosses difficultés, à les mettre de côté. Moi, je suis un Africain. Et je suis dans une dynamique, justement, du retour à soi et de la connaissance de soi et de la connaissance des siens et du respect du sacré. Et les parents, c'est quelque chose de sacré. Donc, à partir du moment où ma présence était nécessaire, même si ce n'était pas ma première passion que d'aller dans cette zone, j'y suis allé et je n'ai profité pour, justement, coupler les différentes dynamiques et démarches que je devais effectuer, puisqu'on devait rencontrer des membres de l'opposition qui voulaient me voir depuis un certain nombre de temps. Et donc, j'en ai rencontré séparément, et pour des rencontres qui étaient constructives. Et un jour avant ce qui était censé être mon départ, la police, les services secrets, les membres de la DGSI, nous ont sauté dessus, moi et mon collaborateur. On était partis se restaurer avant de rejoindre chacun nos proches, d'accord? Et ils nous sont tombés dessus à 40 dans les rues de Paris, 40 surarmés. Une arrestation violente qui me fait sourire dans le sens où s'ils n'avaient pas la cagoule et si c'était en un contre un, comme je l'ai dit à l'un des policiers, ils n'auraient pas pu lever la main sur nous, ils le savent. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à dire que à un des policiers qui faisait trop le fou, toi sans ta cagoule et en tête à tête, ça n'aura pas été la même démarche. Et ils le savent. Mais c'est les réflexes négrophobes d'un système vicié, vérolé, corrompu, d'accord, qui agit dans une dynamique néocoloniale et qui voit le noir rebelle ou la noire rebelle comme du gibier. Et donc, ils nous ont arrêtés, arrestation brutale, rien de nouveau pour un homme noir au XXIe siècle. Hein, je veux dire, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, les brutalités policières, c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair et qu'on a fini par, non pas banaliser, on ne geint pas, on ne pleure pas, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc, au moment où ils me jettent dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers, membres de la DGSI, qui me dit, alors comme ça, Monsieur Séba veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, Monsieur Séba, que le président Patrice Talon? Il est très bien, Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de mieux que lui? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de l'avenir politique du Bénin? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité? C'était une question qui méritait, à mon sens, de réflexion. Je lui ai posé. Après, je lui ai posé. Il a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant arrête de trop parler. Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que la logique était clairement liée à nos projets politiques au Bénin, aux objectifs qui sont les nôtres, parce qu'ils ont très bien compris qu'en réalité, notre combat est un combat internationaliste noir, géopolitique. On est dans une dynamique du monde multipolaire, donc ça, c'est une dynamique transraciale qui dépasse le cadre des identités et des peuples, d'accord, mais qui va dans le cadre, justement, d'un équilibre global face à l'unipolarité qui est en train d'asphyxier le reste de l'humanité. Mais parallèlement à cette réalité, il y a une démarche identitaire noire affirmée. Je suis un homme noir au XXIe siècle. Je me bats pour mes semblables. Je me bats pour mon peuple, que ce soit en Afrique, que ce soit dans sa diaspora, que ce soit dans les territoires d'outre-mer, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, Kanaki, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, d'accord, que ce soit dans les Amériques, en Amérique du Sud, notamment, j'ai une pensée pour notre peuple du côté de Quibdó, grand ghetto noir de Colombie, où notre peuple est asphyxié là aussi.
partout où notre peuple est installé, nous sommes. Et il est évident que nous relions cette réalité globale noire au foyer de cette résistance qui est celle que nous constituons, qui est le Bénin, que nous sommes dans une dynamique de vouloir libérer, pour en faire la nouvelle interface de la révolution noire mondiale. C'est l'objectif qui est la nôtre, de la révolution panafricaniste globale, c'est la dynamique qui est la nôtre, et nous l'assumons complètement. Donc ils nous ont arrêtés, moi et mon collaborateur Éric Djéouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, que les autorités considèrent, alors qu'on n'est pas armé, mais considèrent comme le mouvement noir aujourd'hui le plus dangereux d'après les dires des membres de la DGSI, ce qui me fait sourire. Bon, je sais qu'on n'a pas d'armes ni quoi que ce soit. Et donc on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI, et on a été gardé à vue environ 72 heures. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers d'ailleurs s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, monsieur Seba. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier, vous avez vos plans, Dieu a les siens. On verra qui est le meilleur des planificateurs, même si j'avais une certitude que ça irait dans une direction qui sera en adéquation avec l'avancement de notre projet. Il est important pour avancer sur cette réflexion que je précise une chose, parce que il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle, ou qui découvrent le combat politique en 2024, et qui se disent « Ah, Kémy, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques ». On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur, ou un titre au-dessus. D'accord ? On a commencé ce combat en 1999, à une époque où ça n'intéressait quasiment personne. Et on a gravi les échelons d'une audience groupusculaire jusqu'à une audience où on est aujourd'hui suivi par des millions de gens, et on est dans la sphère panafricaniste les plus suivis du monde francophone de très loin, et peut-être, de manière cumulée, du monde noir global. C'est une question qui pourrait être largement posée. Et d'ailleurs, la DGSI dit qu'on est les figures centrales du panafricanisme anti-occidental, comme il le qualifie. Moi, je suis pas anti-occidental, je suis anti-oligarchie, l'Occident. C'est très important qu'on le dise. J'ai rien contre le prolétariat occidental de manière générale. C'est absolument pas mon adversaire ou mon problème, tant qu'ils sont pas dans une dynamique d'être dans la logique de la négrophobie. Nous, quand nous décidons de venir rapidement à Paris voir nos proches, moi les miens, par rapport à mon aîné qui est malade, sur lequel j'ai déjà assez parlé, je ne vais pas encore m'étendre, on calcule les risques et on se dit, on sait très bien que les autorités françaises nous ont dans le viseur. Si on nous arrête, comment on planifie, comment on stratégise les choses? Tu t'y attendais un petit peu, quoi. On était préparé à cela et on se disait, parce qu'on est dans une dynamique qui est celle justement d'un combat, d'une guerre d'idées, d'une bataille culturelle dont parlait Gramsci. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. On est dans une dynamique de George Foreman contre Mohamed Ali. Nous, on est Mohamed Ali. Foreman donne tous les coups possibles. Il donne. Et à un moment donné, à force de s'épuiser, la réaction qui est la nôtre est une réaction qui les fait tomber. Ils ont déployé des moyens que, je veux dire, même sous Mesrine, je pense qu'il n'y avait pas autant de policiers, des services secrets qui étaient mobilisés pour ça. C'était n'importe quoi, ce qui s'est passé. Devant tout le monde, dans les rues de Paris, tout le monde l'a vu. Et ils pensaient véritablement mettre fin à notre réalité. Parce que c'était en réalité une initiative du nouveau ministre de l'Intérieur, d'accord, Bruno Retailleau, qui voulait gonfler les muscles en se disant on va mettre fin à l'existence politique du chef de file du panafricanisme contemporain, on va le mettre à l'ombre. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu une chose, c'est que nos partisans, ils le savent, puisqu'ils le disent dans les notes et dans ce que nous, on a lu par rapport aux questions qu'ils nous posaient. Ils sont dans une dynamique de concéder que notre audience est monstrueuse, mais ils ne savaient pas que cette audience allait autant se mobiliser. Je pense qu'ils avaient prévu, en coordination avec les services de la France-Afrique de manière générale, en Côte d'Ivoire, qui est la centrale de la France-Afrique communicationnelle aujourd'hui, et au Bénin, où malheureusement mon pays est pris en otage par un gouvernement, un régime complètement pro-France-africain, qui est une honte pour notre peuple, mais il disparaîtra tôt ou tard, parce qu'aucun régime n'est éternel. Et donc ce sont ces cellules de communication qui ont envahi l'espace numérique lors des premières heures de mon arrestation, parce qu'elles étaient au courant de ce qui allait se passer, et qui ont essayé de tourner en dérision l'arrestation, en disant mais qu'est-ce que Kémy Seba fait à Paris, lui qui est anti-français? J'ai jamais été anti-français, d'accord, c'est pas mon message. Je me bats contre l'oligarchie néolibérale qui a pris en otage la France, c'est pas la même chose. Notre ONG Urgence panafricaniste a mené des actions en collaboration, en fraternité humaine avec les Gilets jaunes constituants contre Bolloré, d'accord, jusqu'à preuve du contraire,
notre combat, comme le disait Thomas Sankara, c'est pas contre le prolétariat occidental, c'est contre l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine corrompue. C'est la même chose pour nous. Ce sont deux facettes d'une même pièce. Et donc les nôtres qui n'étaient pas au courant, parce que c'était une visite qui n'était pas annoncée dans le cadre de meetings ou autre, ont reçu l'information par le biais des réseaux de communication france-africains qui tournaient en dérision justement la communication au sujet de notre arrestation. Et ce n'est que quand notre ONG Urgence panafricaniste a communiqué, parce que notre organisation est comme une structure qui est enracinée dans la dynamique de la résistance et de la réaction d'urgence, comme son nom l'indique. Et donc, lorsqu'elle a réagi et elle a posé les éléments de langage et elle a contextualisé les raisons de notre venue, là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace informationnel de manière spectaculaire? Nos partisans ont commencé de manière intense à réagir, d'accord, sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, en intervenant, et certains d'entre eux, je ne le revendique pas, mais ont commencé à dire aux autorités françaises que c'était dans leur intérêt que Kémy Séba et son collaborateur Eric Djouti soient libérés. Parce que si Kémy Séba est non violent et que son organisation est non violente, tous ses partisans en Afrique ne le sont pas forcément. Donc il faut faire attention à ne pas attaquer ceux qui sont dans une dynamique de discipline, parce que si vous les attaquez eux, d'autres seront beaucoup moins disciplinés. Et je pense que cet ensemble de réactions en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Europe, en France, de nos partisans, d'accord, dans les Amériques, de manière générale, cela a entraîné que du côté du ministère des Affaires étrangères, qui eux sont sans doute beaucoup plus alertes de la force de réactivité de nos militants et de notre base militante dans le monde, au-delà même de la question des réseaux sociaux, parce que il y a les réseaux sociaux où on a une audience massive, et puis il y a maintenant le terrain, où il y a des gens qui ne s'expriment même pas sur les réseaux sociaux, mais qui s'exprimeraient d'une autre manière si le système néocolonial essayait de nous faire du mal. Par un point presse de Juan Branco le mercredi 16 octobre, qui est ton avocat, il annonce que tu risques avec ton associé 10 ans et 30 ans de prison. C'est quand même des charges assez énormes. Comment ça se décante, parce que tu es face à moi? Écoute, déjà de manière très simple, c'est un moment opportun à mon sens pour rendre hommage à Juan Branco, qui est pas simplement un avocat, mais qui est que je considère comme un frère en humanité, qui me rappelle à chaque fois que je le vois qu'il faut croire en cette possibilité de l'alliance avec des gens du peuple en Occident, parce que tous les gens en Occident ne sont pas des colons. Tous les gens en Occident ne sont pas des oppresseurs. Tous les gens en Occident ne sont pas des persécuteurs. Il y a des gens qui sont pour la justice sociale. Il y a des gens qui sont véritablement pour la fraternité humaine. Et Juan me rappelle cette réalité parce qu'il, tout comme moi dans mon axe et dans notre activité politique, et lui dans sa voix, il est clairement dans une logique sacrificielle. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se trompe pour cette réalité. Il est persécuté pour le combat qu'il mène contre l'impérialisme et pour le fait qu'il assiste et qu'il soit aux côtés de tous les résistants africains qui se lèvent dignement pour résister au système oligarchique occidental. Il en paye le prix. Il y a le système français qui essaie aujourd'hui de tout faire pour l'empêcher d'exercer encore le métier d'avocat, parce qu'il est en train de leur poser des problèmes spectaculaires, parce que c'est un génie du droit, et donc c'est quelque chose qui les préoccupe profondément. Donc je voulais saisir cette occasion pour lui rendre hommage. Et donc en effet, notre ONG réagit, mais elle réagit en collaboration avec celui qui est notre meilleur allié sur ce terrain-là, qui est Juan Branco, qui, en maîtrisant les éléments du droit, en maîtrisant la jurisprudence, en maîtrisant un certain nombre d'éléments, d'accord, réussit déjà à rappeler, à placer un contexte vis-à-vis justement du parquet qui voulait nous écraser, nous asphyxier, en disant que, mais déjà vous parlez d'intelligence avec l'ennemi dans le but de susciter de l'hostilité vis-à-vis de la France. Mais nous, on suscite même pas de l'hostilité vis-à-vis de la France. On combat le néocolonialisme. Et le problème, c'est que les autorités néocoloniales françaises sont tellement bêtes que, en nous accusant de cela, elles reconnaissent en réalité que ce que nous dénonçons, c'est la politique qu'ils mènent. Qui se sent morveux se mouche. On n'a jamais dit on attaque les Français. Et je pense faire partie des rares voix qui aujourd'hui font systématiquement le distinguo entre l'oligarchie néolibérale, l'oligarchie néocoloniale et le prolétariat français. Justement. Donc quand elles disent que je veux susciter de la colère contre la France, et elles mélangent
la politique de l'oligarchie néocoloniale à la France de manière générale, c'est parce que, quelque part, de par leur sens de la culpabilité, elles veulent essayer d'essentialiser la critique politique qui les vise pourtant pour l'élargir à une dynamique totalement française, ce qui est une complète et grossière hérésie. Et parallèlement à cette réalité, quand ils disent que intelligence avec l'ennemi, dans le but d'atteindre aux intérêts fondamentaux de l'État, c'est la question que j'aurais posée. J'ai dit, mais c'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le franc CFA? C'est les bases militaires? C'est la cooptation de nos dirigeants, comme Patrice Talon coopté par l'Élysée? Ou Alassane Dramati Ouattara par l'Élysée? C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le fait que l'on ne veuille plus que le franc CFA soit adossé à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et tout le monde sait aujourd'hui que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire à cause de ce système. C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? Et quand je leur posais ces questions, alors que eux m'interrogeaient, à un moment donné, un des inspecteurs de la DGSI me dit « Monsieur Seba, vous parlez beaucoup, on n'est pas dans une interview. » Parce qu'ils sont habitués quand ils posent des questions, parce que les gens aient peur. Mais bon, je vais avoir peur de quoi? Je suis en mission pour mes aïeux. Ce que j'ai dans mon ADN, c'est le sang de mes aïeux qui ont été traînés, qui ont été saignés. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour notre peuple qu'on se bat. En Afrique et dans la diaspora. Et donc, je ne peux pas avoir peur ou être effrayé par qui que ce soit. Et je pense que les services de renseignement ont très rapidement compris. Ils posaient les questions, Nous, on répondait, dit oui, mais vous travaillez, vous avez travaillé, collaboré avec Yevgeny Prigozhin, vous avez collaboré avec le Hezbollah, etc. Donc vous êtes Je dis, mais comment ça se fait que, où ils me disent, vous avez travaillé, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. Je dis, mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit ils sont brillants, c'est des stratèges. Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit, ce sont des subordonnés au terrorisme international. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a objectivement au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. Pourquoi? Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, dans la virulence. Si tu m'attaquais, s'il fallait que je prenne autre chose, je prenais autre chose. Mais en grandissant et en vieillissant, j'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Et si tu réagis par la violence vis-à-vis de l'agresseur, tu te mets sur la même table que celui qui t'agresse et on peut te faire passer pour l'agresseur alors que tu es en réalité l'agressé. Mais si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi et que tu laisses cet individu, non pas tu te laisses faire, c'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse, la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Beaucoup plus que toi, ta réaction sur la même table que ce barbare. Tu comprends? Et donc, c'est juste une dynamique stratégique. Je pense véritablement, à 42 ans aujourd'hui, que la non-violence est beaucoup plus efficiente sur un bon nombre de points. Et ça nous permet de rappeler qui sont les criminels et qui sont ceux qui ne le sont pas. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Alors, pour bien comprendre, on te reproche de collaborer avec l'ennemi. La question, concrètement, l'ennemi, c'est qui? Alors, très clairement, déjà, quand il pose cette question, intelligence avec l'ennemi, c'est très intéressant, géopolitiquement. Il m'accuse de travailler, de le dire publiquement, avec différents pays dans le monde. Mais est-ce que le gouvernement français a dit qu'il était en guerre avec la Russie? Non. Parce qu'ils se comportent comme des lâches et n'ont pas le courage de leurs opinions et se cachent dans une dynamique peut-être de proxy via l'Ukraine pour attaquer l'autre. Je ne sais pas. J'essaie de réfléchir. Mais officiellement, ils sont pas en guerre. Donc, s'ils sont pas en guerre, pourquoi vous nous parlez d'ennemis? Si la Russie est un ennemi, déclarez ouvertement que c'est un ennemi et puis vous allez régler les choses entre vous, caucasiens. Je l'ai dit de manière provocatrice, mais tu m'as compris. La Turquie est-elle une nation ennemie du gouvernement français? Pourquoi des entités avec lesquelles elle ne déclare pas la guerre officiellement seraient des entités avec lesquelles nous, nègres marrons du XXIe siècle, on n'aurait pas le droit d'échanger? Eux-mêmes qui te parlent
Au moment où on a commencé à collaborer avec la Russie, 2018, d'accord. Vladimir Poutine était invité en 2018 par Emmanuel Macron. On lui a remis même un prix ou une médaille d'honneur, je ne sais pas trop quoi, pour essayer de sceller l'alliance entre la France et la Russie. Nous, on a interagi à cette période-là avec les Russes. Pourquoi quand nous interagissons avec les Russes, ça devient maléfique? Mais eux, ils ont le droit de recevoir Vladimir Poutine et discuter avec lui. C'est bizarre. Je sais que dans le logiciel néocolonial français, et depuis surtout le conte de Gobineau, suprémaciste blanc devant l'éternel, les Noirs sont des êtres inférieurs, qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et qui doivent toujours être guidés par des Blancs. C'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour cette raison qu'ils estiment que quand on interagit avec des non-noirs, on est toujours dans une logique de subordination. Ça ne marche pas avec nous. Et ceux qui connaissent un minimum notre idéologie savent ce que je pense de la potentialité que quelconque blanc puisse nous diriger. Il faut lire ce que je dis dans l'Afrique libre ou la mort, en 2017, écrit en 2017 et publié en 2018. Ce que je dis sur la potentialité d'un partenariat avec la Russie. On peut pas être plus clair. Je suis très clair dans mes idées. En 2014, quand je parlais de la nécessité de créer des alliances multipolaires, j'en parlais de manière avant-gardiste dans mon ouvrage Black Nihilisme, d'accord? À l'époque, c'était Venezuela et l'Iran dont je parlais, parce que c'était les deux entités avec lesquelles on était en contact. Je disais de manière très claire que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons, parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je suis extrêmement clair, et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs intelligents. Ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs qui sont profonds et puissants dans la géostratégie. Pas des Noirs qui sont complètement matrixés par les cours de la Sorbonne ou autres et qui suivent un logiciel qui n'est pas le leur. Mais des Noirs qui sont en adéquation avec un logiciel aligné dans la dynamique de nos intérêts. C'est tout. On fait de la géostratégie souverainiste. On fait de la géostratégie, on fait de l'alliance avec différents blocs dans le but de servir nos intérêts. Et si nous pouvons instrumentaliser n'importe quel partenariat pour nos intérêts, on le fait. On sait très bien qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tu comprends ce que je veux dire? Exemple très simple. J'étais en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une critique virulente, et c'est une nation qui critique de manière virulente, d'accord, le néocolonialisme de la France et d'autres entités occidentales. On se rejoint dessus. Mais de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, tout en critiquant l'oligarchie occidentale, elle est alliée à Israël. Et l'Azerbaïdjan sait que moi, je suis un allié fondamental et jusqu'au bout, je le serai de l'Iran tant qu'ils seront dans une dynamique anti-impérialiste. Donc, c'est pas parce que on se retrouve sur certains points que cela signifie qu'on est d'accord sur tout. La Russie, Vladimir Poutine a tenu des propos vis-à-vis des bourgs en Afrique du Sud, ou des Blancs dans certaines contrées du monde face à la violence raciale, ou même en Occident. Vladimir Poutine soutient des partis que je vomis en Occident, comme le RN ou je ne sais quel autre mouvement identitaire en tant que tel. Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en messie? C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches Wikipédia, qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Emi Seba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi, j'ai une tête d'admirateur de Poutine. Moi, je suis admirateur de personne, si ce n'est de notre peuple. Parlez-moi de Kwame Nkrumah. Parlez-moi de Khalid Mohammed. Parlez-moi de Winnie Mandela. Parlez-moi de Kwame Touré, Stokely Carmichael. Parlez-moi du roi Béanzin. Parlez-moi des Agoche. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi en faisant croire qu'on est admirateur des uns ou des autres. Par contre, Poutine est un problème pour l'oligarchie occidentale. Est-ce qu'il y a un problème pour l'oligarchie occidentale? Moi, ça m'arrange. Même si c'est temporaire. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne me fera jamais mon messie. On ne peut pas être plus clair. Il y a le sommet du BRICS actuellement à Kazagne en Russie. On a vu beaucoup de pays qui sont aussi dans des liens parfois plus ou moins étroits avec l'Occident, qui les rejoignent. Quelle est la position occidentale? Est-ce qu'ils deviennent leurs alliés ou non? Et je rajoute aussi une chose, c'est on a vu la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est persona non grata en Israël, mais l'ONU est encore une instance pertinente pour les Occidentaux, si je comprends bien. En tout cas, la France, dans le discours, il y a encore ce poids de l'ONU, alors qu'Israël, par exemple, n'est plus du tout... l'ONU n'est plus crédible à ses yeux, en tout cas. Te concernant, tu as été aussi il y a quelques jours aux Nations Unies à Genève, donc j'ai l'impression que c'est la géopolitique est beaucoup plus nuancée qu'on veut nous faire croire. Bon,
Je commence par la fin et je finis par le début. Bon, nous, on était aux Nations Unies dans le cadre des activités de l'ONG Urgence panafricaniste. On était invité par un organisme qui est agréé au sein des Nations Unies, d'accord, et qui a organisé un panel en invitant des indépendantistes kanak, des indépendantistes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, etc., de Saint-Martin. Et elle nous a invités, cette structure, en tant que souverainiste africain et figure du souverainisme africain global et de la conscience noire au XXIe siècle. Et donc, je suis intervenu avec une délégation de l'ONG Urgence panafricaniste pour rappeler le point de vue des peuples opprimés sur cette problématique du néocolonialisme. Et cette structure, c'est le GIB qui nous a invités. On les remercie d'ailleurs pour cela. Et donc, maintenant, pour revenir sur les BRICS, en tant que tel, nous, on était structure observatrice l'année dernière. Objectivement, je vais pas te mentir, on était invité cette année, mais il y avait le choix entre l'ONU et les BRICS. On avait déjà fait les BRICS l'année dernière. On s'est dit, on va faire l'ONU à cette occasion. L'ONU était prévue déjà depuis quelques temps, et on s'est dit que stratégiquement, symboliquement, c'était intéressant de pouvoir aussi passer le message dans cet espace, même si on a de grandes réserves aussi. Je vais pas mentir, hein, sur l'efficience de l'ONU sur bon nombre de problématiques aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent que cette structure internationale doit être réformée. C'est mon point de vue. Pour revenir aux BRICS, c'est le témoignage matérialisé de la transformation du monde. On est passé d'un monde unipolaire arrogant, méprisant, dominant, à un monde multipolaire, qu'on le veuille ou non, qui est en effet plus complexe qu'on le dit. C'est pas les uns complètement contre les autres. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des interactions. La Chine interagit avec l'Occident, même s'il y a des grosses concurrences avec les États-Unis et autres. L'Inde interagit avec l'Occident, et même la Russie, dont on dit qu'elle est sous sanctions, à cause non pas d'une guerre avec l'Occident, mais d'une guerre avec l'Ukraine soi-disant, même si en réalité on sait très bien que l'Occident, par lâcheté, se sert de l'Ukraine pour attaquer. Mais ça, j'ai envie de dire, à la limite, c'est leurs histoires. Donc, malgré ces sanctions, la Russie parle, et aujourd'hui, encore dans certaines interactions commerciales, avec l'Occident. Donc, je veux dire, il faut tenir compte de ces nuances, mais il faut aussi réaliser une évidence, qui est que c'est la disparition de l'hégémonie occidentale, de manière factuelle. Et dans cette disparition de l'hégémonie occidentale, l'Afrique a un rôle central à jouer. Elle a un rôle central à jouer, non pas pour être le tapis sur lequel pourront venir marcher et s'extasier d'autres nations opposées à l'Occident. Non. Ça sera le nouveau territoire qui formera le centre de gravité du nouveau pouvoir dans ce monde multipolaire. Et nous avons une responsabilité, nous autres du courant panafricaniste, pour orienter l'Afrique dans une autre voie qui ne sera pas une voie de soumission à quelconque entité. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas de l'Occident, qu'on soit très clair, pour chercher, soi-disant, des nouveaux maîtres. Ça n'arrivera jamais en ma présence. D'accord? Maintenant, il est évident que nous avons le droit de changer de partenariat. Et si nous estimons que d'autres partenaires géostratégiques sont plus intéressants pour nous, moi, dans le rapport, on est reçu vraiment avec tous les honneurs dans tous les pays opposés à l'hégémonie occidentale aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'on est les voix les plus populaires, on va dire, dans ce courant géopolitique qu'est le panafricanisme au XXIe siècle. Et dans les interactions qu'on a, on voit des gens qui ont compris qu'il faut éviter les leçons de morale, l'arrogance et la volonté d'avoir un projet néocolonial. Et je le dis, les rares fois où certains d'entre eux ont cru qu'ils pouvaient se permettre de pouvoir essayer de diffuser un processus néocolonial, je leur ai dit, vous êtes tombés sur les mauvaises personnes et vous êtes tombés sur le mauvais peuple. Quand je vois par exemple certaines officines de certains pays qui disent oui, c'est important que vous appreniez le chinois, vous appreniez le russe, j'ai écouté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le transfert de technologie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir nous permettre de nous accompagner pour l'exploitation justement des ressources minières. C'est ce qui nous intéresse. L'histoire de parler russe ou de parler chinois, sinon on parle russe, vous allez parler fombé, un tel va parler wolof, etc. Vous allez apprendre le wolof, le fombé, etc. et toutes les langues en Afrique qui sont parlées, vous allez les apprendre aussi en Russie, en Chine ou autre. Il faut qu'il y ait une réciprocité. On n'est pas le dépotoir des cultures du monde entier si les autres du monde entier ne sont pas capables d'apprendre de nous aussi. Nous sommes une nouvelle génération. Et quand on va prendre justement nos responsabilités institutionnelles, on est dans cette voie. D'accord? On est en train d'y arriver. Et le Bénin est la prochaine étape. 2026 est la prochaine étape. Je te le dis et je te le répète les yeux dans les yeux. Ce pays, qui est le Bénin, va être un pays qui va rappeler à l'humanité entière
qu'il faudra respecter l'Africain, l'Africaine, qu'il faudra respecter l'homme noir et la femme noire du continent et de la diaspora. Quand tu parles de responsabilité institutionnelle, qu'est-ce que tu entends concrètement par là? Ce que cela signifie, que ce soit la présidence, que ce soit le gouvernement, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on parle de responsabilité institutionnelle. Et nous avons décidé qu'on ne va plus laisser les tenants de la France-Afrique et du système néocolonial diriger nos pays. Donc on prend nos responsabilités. On est aujourd'hui dans un pays au Bénin où le code électoral exclut les 3/4 des candidats et des opposants. Et il n'y a que ceux qui sont validés par le régime talon qui pourront concourir. Ça ne se passera pas comme ça. Soit il y aura un changement civique, un changement structurel qui sera promu par le régime lui-même, qui aura fini par comprendre la nécessité d'être dans une dynamique d'ouverture. Et si c'est pas ça, je crains que d'autres essayent de se frayer d'autres chemins. D'après les échos que j'ai, d'autres risquent de le faire. Mais les gens vont pas accepter d'être exclus. Et je vous le dis, 2026, en tout cas autour de cette période-là, une nouvelle génération va prendre ses responsabilités politiques au Bénin et va faire de ce pays le fer de lance de la révolution africaine au XXIe siècle. C'est une certitude. Au nom de Dieu Tout-Puissant, et par amour de nos aïeux méritants, et dans la ligne droite de quelqu'un comme Béanzin. On va revenir à l'affaire. Tu es libéré par la suite. Comment t'apprends ça? Et même d'un point de vue, on va dire, géostratégique, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça impacte ton combat? Comment ça se passe? On renforce notre combat comme jamais auparavant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des tensions entre, à mon avis, les deux courants, deux ministères, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur, avec leur nouveau super guerrier, là, Bruno Retailleau, pensait pouvoir casser du noir. Et ça n'a pas marché pour lui, parce qu'on n'est pas des noirs qu'on peut casser. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Et le ministère des Affaires étrangères a dû dire, non pas parce qu'il apprécie notre combat, le moins s'en faut, il a dû dire au ministère des Affaires intérieures que vous êtes en train de faire exactement ce que les panafricanistes attendent. C'est-à-dire que vous êtes en train de tomber dans leur piège, d'en faire des martyrs, et plus vous les persécutez, plus les Africains, les Antillais, les Noirs de la diaspora sont en train de les présenter en héros. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé suite à la mobilisation massive qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, et en dehors, où ça commençait déjà, beaucoup de gens commençaient à localiser les intérêts français en Afrique francophone. Et je pense qu'ils ont très rapidement fait le calcul. Malheureusement trop tard, parce que 3 jours, on a été arrêté lundi après-midi, on est sorti mercredi nuit. C'était déjà des heures de trop, des jours de trop. Et on est ressorti en ayant une audience démultipliée. Je crois qu'on a, en guise d'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a gagné plus de 50 000, 60 000, disait une des sœurs de l'organisation, 60 000 followers sur les réseaux sociaux. Je sais plus, c'est sur TikTok, je crois. Une semaine. Ils sont bêtes. Les autorités occidentales sont bêtes. C'est pas malin ce qu'ils font. Et on n'a jamais eu, depuis la période du billet brûlé de francs CFA, autant d'adhésions en un espace-temps aussi réduit. Les gens ouvrent les yeux. Plus on nous attaque, plus cela rappelle à tout un chacun que le combat qu'on mène est un combat qui va dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation. Donc, géopolitiquement, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Pour eux, c'est négatif. Leur enquête est toujours ouverte. Ils sont en train d'essayer de chercher comment faire pour pouvoir nous coffrer. Ils essayent. Le colon fait ses plans. Dieu fait les siens. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Comment tu vois toutes ces intimidations, entre guillemets, qui se multiplient? C'est un petit terme, intimidation, puisqu'on t'a quand même enfermé. Toi, pour ton combat, par exemple, il y a aussi d'autres personnes, même qui sont dans le système. Je pense notamment à la France Insoumise. Je pense à Zineb El Razoui, qui a été un des acteurs du système pendant des années, qui a dit qu'il fallait tuer les banlieusards. Elle avait une posture islamophobe, etc. Aujourd'hui, elle a une posture complètement antisioniste, et donc aujourd'hui, on veut lui couper la tête, entre guillemets. T'as parlé de Ron Branco. Lui aussi, on va dire, qui se distancie par rapport au narratif occidental, reçoit des intimidations également. Est-ce que toutes ces manifestations peuvent révéler, je sais pas, certains symptômes de ce que devient l'Occident, tout simplement? Et je rajouterais aussi quelque chose. On t'a reproché, par exemple, d'avoir des liens avec certaines entités.
Je rappelle, par exemple, et ça c'est assez étonnant, par exemple, un ministre qui s'appelle Benjamin Haddad, qui a reçu entre 2019 et 2022 450 000 euros de l'Atlantic Council, qui est un think tank d'influence américaine. Il se retrouve au gouvernement, on se pose des questions, quoi. Alors même plus loin, il y a un ancien haut cadre de la DST, j'ai lu ça dans Le Point, je sais plus quel journal, qui aujourd'hui est dans un organisme américain. On a appris ça il y a quelques jours. Pourtant, un ancien cadre des services secrets français. Et quand c'est le colon issu de l'oligarchie américaine, ça ne dérange pas, parce que les élites françaises se couchent, sont dans une dynamique de prostitution politique, elles ont abandonné leur souveraineté, elles n'aiment pas leur pays, et se soumettent à l'oligarchie américaine. Donc ça ne dérange pas. Si tu permets, je vais circonscrire ta question à un espace très précis. Moi, je suis pas là pour parler de France Insoumise, pas pour nous, je vois pas pourquoi je parlais pour eux. Il y a que les gens manipulables facilement là, qui vont se laisser avoir par eux. Moi, je me bats pour mon peuple, pour mes semblables et pour les Français qui luttent pour une réelle souveraineté. Donc, je vais circonscrire à notre réalité et à la réalité de quelqu'un comme Juan, que j'estime être l'un des derniers résistants en France aujourd'hui. En ce qui nous concerne, nous, la persécution, elle a commencé depuis très longtemps. J'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai été mis en prison, j'avais 24 ans. Dans le cadre de notre combat politique, on a eu 3 de nos organisations qui ont été dissoutes au Conseil des ministres, des organisations qui étaient dans une dynamique éloignée géopolitiquement, mais ça faisait partie d'une croissance, c'est-à-dire que c'était en adéquation avec l'âge qu'on avait, avec la fougue qu'on avait, avec la dynamique de l'époque qu'on avait. C'était pas aussi sophistiqué, aussi structuré et aussi international que ne l'est Urgence panafricaniste. C'était une autre étape, c'était d'autres pages. On a été persécutés très jeunes. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup quand j'entends des gens parfois qui connaissent les coups depuis 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans et qui viennent te dire Kémy, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme cela. Il faut que chacun fasse preuve de pudeur. Il faut vraiment que chacun fasse preuve de pudeur. Parce que ce combat contre le système de la France-Afrique et contre le système néocolonial, on le mène depuis très longtemps. À différentes strates, différents grades, différentes étapes. Mais depuis très longtemps. Et on connaît très bien ce système-là. Et on sait chaque acte que l'on pose. Toujours. Ces sanctions sont en adéquation avec la chute du système néocolonial en Afrique et du système colonial dans les territoires d'outre-mer, là où notre peuple est en train de s'organiser dans le continent, dans la diaspora, et ils ont besoin de boucs émissaires. Nous sommes leurs boucs émissaires, parce que nous sommes les plus populaires dans ce courant-là. C'est quelque chose qui, pour moi, est normal, fait partie du jeu. Mais le problème qu'ils ont, c'est que il faut qu'ils prient qu'ils nous tuent avant. Parce que s'ils ne nous tuent pas avant, et qu'on va là où on est programmé pour aller, depuis très longtemps, je vous le dis, je te le dis, et je le dis à tous les téléspectateurs, on sera leur terminus. Et ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure avec un L majuscule pour lire et un H majuscule pour heure. Quant à Juan, je pense que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est le prototype aujourd'hui de ce qu'est la résistance en France, d'une souffrance, même si lui est issu d'une classe sociale entre guillemets privilégiée, mais c'est ce qu'on appelle les métis sociaux, c'est-à-dire qu'il a fait partie d'une catégorie sociale très privilégiée, mais qui justement, parce qu'il a été par la suite en contact avec la classe sociale la plus défavorisée, n'a pas accepté ceux qui étaient privés autant de privilèges, ceux qui étaient autant dans une dynamique d'être déconnectés de tout socialement et politiquement, et il s'en est fait les défenseurs. Et c'est quelque chose qui est classique dans les histoires révolutionnaires, de manière générale, et les coups qu'il prend aujourd'hui sont les coups que reçoivent ceux qui ont décidé de se dresser contre l'inique, contre l'injuste, contre l'inacceptable. Et il faut aussi que les gens comprennent que, à cette période de l'histoire, les réseaux sociaux, l'urgence panafricaniste a moins ce problème, parce qu'on a quand même une base sur le terrain qui existe depuis très longtemps avant l'explosion des réseaux sociaux et qui a grandi parallèlement justement aux réseaux sociaux. Mais quelqu'un comme Juan, il faut que le peuple qui l'aime et qui le soutient se rende compte qu'il est à une étape où il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être soutenu. Parce que ce combat de sacrifice qu'il mène, si on n'a plus Juan, on sentira ce manque.
Il faut que chacun puisse se mobiliser pour l'accompagner et le soutenir. Je pense que c'est important. Est-ce que tu as peur de te faire arrêter à nouveau ou... Non, c'était pas ma première arrestation, ça sera peut-être pas ma dernière. Je suis issu d'un peuple qui a été la boussole de l'humanité, la matrice de l'humanité, un peuple qui par la suite a connu aussi des épreuves extrêmement grandes. D'autres n'auraient pas tenu le quart de ce que nous tenons aujourd'hui. On a connu l'esclavage, donc on a connu les chaînes pendant longtemps. On a connu la colonisation, le néocolonialisme. Je vais pas me plaindre parce qu'on me met en prison, ça fait partie des règles et j'ai le cuir très solide, très épais, mon équipe aussi. On se bat pour notre peuple, partout il est installé, et on va pas s'arrêter. Que le système néocolonial continue à nous attaquer, on continuera à résister.